J'ai souvenir d'un gros examen de par cœur. Ça arrivait souvent au secondaire dans ces années-là. À vous aussi? Je passais quelques après-midi à lire les questions les plus probables. Je cachais les réponses et je me les répétais dans ma tête. Bien sûr, après l'examen, j'appuyais sur le bouton de remise à zéro dans mon cerveau. Faut bien faire de l'espace pour le prochain examen de mémoire de fin de session. Je me débrouillais très bien. J'ai retenu quelques trucs, évidemment. Est-ce que j'ai réellement appris quoi que ce soit? Pas si sûr. Je vous l'accorde, les sujets à l'étude m'étaient peut-être pas très signifiants ou engageants à l'époque. Mais la signifiance ou son absence réussit mal à expliquer pourquoi tant d'informations, qu'on a tenté d'ancrer en mémoire, s'est échappé si facilement par la suite. Pourtant, mon cerveau retient une foule de trucs tantôt pertinents, tantôt futiles, pour lesquels je n'ai jamais investi une seule minute d'étude. Pourquoi donc? Pas explicitement de retenir ces choses-là par cœur, mais plutôt de mobiliser ces savoirs-là pour en faire quelque chose qui m'intéressait. Les chances sont que j'étais plutôt en train d'analyser, d'évaluer ou de créer quelque chose avec ces savoirs quand ils se sont ancrés dans ma mémoire. Une collègue et moi avons tenté de trouver une explication à tout ça en utilisant la taxonomie de Bloom et la zone proximale de développement de Vygotsky. On croit que cette analyse peut être utile dans la classe. Ça vous dirait de l'entendre? Il y a quelques décennies de ça, Benjamin Bloom était à la tête d'un groupe de chercheurs qui a développé une façon très habile de décrire l'apprentissage. Un modèle qui tient d'ailleurs très bien la route encore aujourd'hui. On y présente 3 grands types d'apprentissage. Le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Certains les nomment plutôt joliment la tête, le cœur et les mains de l'apprentissage. En éducation, on a tendance à mettre l'accent sur le domaine cognitif, la tête. Il y a 6 niveaux d'objectifs d'apprentissage dans cette classification, mieux connue par son petit nom, la taxonomie de Bloom. En 2001, cette taxonomie-là a été révisée par Lauren Anderson et David Cratwell, et elle ressemble maintenant à ceci. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Élégant, accessible et facile à retenir. Et si on divisait ça en 3 sections? Le bas, le milieu, le haut. Diriez-vous comme nous que mémoriser, comprendre et appliquer sont assez proches parents d'un point de vue cognitif? Les 3 actions sont somme toute pas ou peu complexes et peuvent être mutuellement exclusives. Je peux appliquer un processus dont je me souviens pas par cœur, comme on le fait quand on lit et relit une même recette à chaque fois qu'on l'exécute. Il y a des gens qui se souviennent de choses qu'ils comprennent pas. Vous avez certainement déjà entendu des gens chanter une chanson ou réciter une prière sans avoir la moindre idée du sens des mots qui sortent de leur bouche. Certains comprennent très bien des choses qu'ils n'appliquent pas pour toutes sortes de raisons. Mais c'est pour ces raisons et d'autres qu'on nomme souvent ces niveaux de la taxonomie les habiletés cognitives de bas niveau ou tout simplement le bas de Bloom. En anglais, ça fait LOTS pour Lower Order Thinking Skills. Faut bien se l'avouer, un grand nombre d'activités purement scolaires se retrouvent dans le bas de l'échelle. Pas que ce soit mauvais en soi, le problème, c'est que la majorité de l'école se joue ici. Le haut de Bloom, en anglais on dit HOTS pour Higher Order Thinking Skills, sont les habiletés cognitives de haut niveau. J'aime considérer le haut en 2 groupes. Comme analyser et évaluer sont souvent intimement liés, surtout du point de vue des activités d'apprentissage. Il me semble tout naturel de les traiter ensemble. Créer, à mon avis, mérite une catégorie bien à elle puisque les stratégies et les processus qui lui sont propres sont si différents de ceux qui sont impliqués dans l'analyse et l'évaluation. Voyez-vous une progression dans la complexité qui se trame du bas vers le haut? Fantastique. Mais c'est un piège. Ça ne signifie absolument pas qu'on doive commencer par mémoriser avant d'éventuellement pouvoir créer quelque chose. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que le bas de Bloom est cognitivement moins exigeant que le haut de Bloom. Non pas qu'il faille maîtriser un niveau avant d'attaquer le suivant. En fait, c'est peut-être même tout le contraire qui est préférable pour apprendre. Imaginez la situation suivante. Si je vous demandais de vous dénicher un téléviseur flambant neuf avant la fin du mois prochain, vous pourrez dire à votre conjointe ou votre conjoint que c'est moi qui vous ai dit de le faire. Si vous n'avez pas exploré ce marché-là depuis quelque temps, attendez-vous à une surdose de renseignements techniques. Au-delà du fabricant et de la grandeur de l'écran, il vous faudra considérer le nombre de hertz, le nombre de pixels, 4K ou pas, choisir entre DEL, plasma, ACL et OLED, 3D ou pas, intelligent ou pas, le nombre d'entrées HDMI, le rapport de contraste et encore tout plein de trucs. Allez-vous mémoriser et comprendre tous ces renseignements-là avant d'analyser et d'évaluer les différents modèles? Bien sûr que non. Vous apprendrez en magasinant.
À un moment donné, vous allez trouver deux appareils relativement similaires de prix différents côte à côte et là, vous comprendrez ce que signifie une différence en nombre de hertz. Le bas de Bloom sera plus clair au fur et à mesure de votre exploration dans le haut de Bloom. Si on ramène ça en classe, si vous avez pour objectif que vos élèves retiennent ou comprennent quelque chose de nouveau, peut-être bien que la meilleure activité d'apprentissage pour eux est cognitivement plus exigeante qu'on pourrait le soupçonner au départ. Peut-être bien, si l'objectif est de devenir plus habile à appliquer un concept, que le meilleur contexte d'apprentissage en soit un de création. C'est trouvé. Suffit d'offrir que des activités de création à tout moment et tous les apprentissages se réaliseront à la perfection, n'est-ce pas? C'est un piège! Encore. Le défi doit se trouver à l'intérieur d'une certaine limite. C'est à ce moment-ci qu'intervient la zone proximale de développement. Lev Vygotsky était un psychologue russe. Il s'est intéressé au développement de l'enfant et à l'éducation. En gros, on peut expliquer la zone proximale de développement de la façon suivante. Disons que ceci représente ce que vous savez déjà, ce que vous maîtrisez. Si on vous propose une tâche qui se trouve à l'intérieur de cette région-là, elle risque de vous paraître prévisible, peu engageante, voire fastidieuse. Ça, c'est la limite de ce que vous êtes en mesure d'apprendre par vous-même. Les activités d'apprentissage qui se trouvent dans le voisinage seront perçues comme des défis engageants. Peut-être qu'il faudra collaborer avec des collègues ou vous aurez besoin d'aide, mais l'activité est somme toute accessible. Elle est là, la zone proximale de développement. Si on dépasse de beaucoup cette limite-là, le défi est tout simplement trop grand. L'apprenant risque de se décourager, de ne pas s'engager dans l'activité ou, plus probablement, de l'abandonner. Évidemment, la zone proximale de développement est différente d'un individu à l'autre, et ce qui tombe dans chacune des régions évolue au fil des apprentissages. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre ce raisonnement et de le fusionner avec notre vision de la taxonomie de Bloom. On obtient donc 3 disques. Ceci représente ce que vous avez déjà mémorisé, compris et savez appliquer. Ce qui se trouve ici est à votre portée. Avec un peu d'aide, vous pourriez comprendre, appliquer et éventuellement mémoriser ceci, mais ça, c'est tout simplement trop difficile, pour l'instant. Au niveau suivant, on trouve les stratégies et les processus que vous mobilisez pour l'analyse et l'évaluation. À titre d'exemple, la comparaison côte à côte, une liste d'avantages et d'inconvénients pondérés par des pairs, la mise sur pied d'un groupe ou panel de discussion, les habiletés de recherche, etc. Comme c'était le cas plus tôt, ces stratégies et processus sont nouveaux. Ceux-ci demanderont de la collaboration ou du mentorat, et ceux-là, ils vous échappent probablement complètement, à ce moment-ci. Au niveau de la création, les habiletés et les compétences d'innovation que vous maîtrisez se trouvent ici. On parle ici de combiner des éléments de façon novatrice, de la capacité d'abstraction, des catalyseurs d'inspiration, de la résolution de problèmes et d'autres stratégies et processus créatifs. On pourrait aussi faire intervenir l'ampleur du projet de création ici. Et encore une fois, oui je le peux avec un ami, et oui je le pourrai si vous me donnez un peu de temps. Je ne peux pas vous prouver ce que je m'apprête à vous dire, mais ma collègue Judith et moi croyons qu'il s'agit d'une idée qui vaut la peine d'être explorée. Alors voilà. Lorsqu'on enseigne, on fixe un objectif d'apprentissage pour les élèves, l'apprentissage ciblé. Pour soutenir les élèves dans l'atteinte de la cible, on tente d'offrir le ou les meilleurs moyens ou techniques qui permettront d'acquérir ce nouveau savoir, nouvelle stratégie ou de favoriser le développement de la compétence impliquée. Appelons ça l'activité d'apprentissage idéale. L'apprentissage ciblé devrait se trouver à l'intérieur de la zone proximale de développement de l'élève, à quelque part dans le voisinage. Inutile de cibler ce que l'élève connaît déjà, évidemment. Nous croyons que l'activité d'apprentissage choisie devrait demander à l'élève de mobiliser les savoirs déjà connus ou maîtrisés d'un autre niveau de la taxonomie de Bloom. Considérons ceci pour un instant. Si vous souhaitez développer une nouvelle stratégie d'analyse ou d'évaluation, peut-être bien qu'il est préférable que vous soyez assez familier avec les données. Comme ça, vous serez davantage en mesure de valider si la nouvelle stratégie fonctionne sans vous empêtrer avec des données qui vous confondent. Si vous avez l'intention de créer quelque chose avec cette nouvelle stratégie d'analyse ou d'évaluation, il est très probablement préférable d'emprunter dans la pile des choses que vous êtes déjà à l'aise de créer. Voyez-vous le revers de la médaille qui commence à se montrer ici? Si l'activité d'apprentissage en elle-même tombe dans votre zone proximale de développement,
en même temps que l'apprentissage ciblé, il y a de très bonnes chances que cette activité prenne le plancher au détriment de l'apprentissage qui était visé. Un exemple. Imaginons que la tâche qui vous est proposée est de créer une présentation multimédia où vous expliquerez quel système gouvernemental est le meilleur entre le parlementaire et le présidentiel. Ouf, c'est du cours solide, ça. L'apprentissage ciblé par l'enseignant ici est que l'élève découvre et comprenne les différences entre les deux formes de gouvernance. La tâche principale est un travail somme toute accessible d'analyse et d'évaluation, de loin préférable à un bête exercice de mémorisation. Jusque-là, magnifique. Mais si les stratégies de communication et la compétence à exploiter les technologies nécessaires à la création de la présentation multimédia représentent un défi supplémentaire et simultané, les chances sont que l'élève va consacrer un temps fou à raffiner sa communication et explorer le logiciel au lieu d'apprendre les similitudes et les différences entre les deux formes de gouvernance. À l'inverse, si l'élève est à l'aise avec la techno et que ses stratégies de communication sont solides, alors la tâche était en plein dans le mille. La nuance à retenir ici est que des élèves différents auront des zones proximales de développement différentes. Voyez-vous comment la technologie peut devenir l'ami de la pédagogie comme son ennemi ici? À moins que vous soyez prof d'informatique, la technologie ne devrait jamais être l'apprentissage visé comme tel. Comme c'est le cas dans les meilleures activités d'apprentissage, la technologie est un outil de création extraordinaire. Elle est incomparable pour l'analyse et l'évaluation parce qu'elle permet d'organiser l'information plus efficacement, d'étudier les données sous différents angles et qui s'en passerait comme outil de référence aujourd'hui. Mais c'est aussi ultra important de tenir compte que la zone proximale de développement ne sera pas la même d'un élève à l'autre. Il n'y a pas de raison réellement valable de demander à toute la classe de produire la même chose, de la même façon, en utilisant les mêmes outils. La même cible? Oui, bien sûr. La même façon d'atteindre la cible? Pourquoi? Des objectifs communs, c'est important, mais les moyens qu'on prend pour les atteindre n'ont pas besoin d'être communs. J'espère que cette petite théorie maison pourra vous être utile dans votre pratique enseignante. Tiens, pourquoi pas essayer d'analyser différentes activités et scénarios d'apprentissage en utilisant le modèle hybride Bloom et Vygotsky. Les cibles visées sont-elles celles que vous aviez prévues? Les activités d'apprentissage planifiées se retrouvent-elles dans les zones clés? Profitez-en pour faire l'exercice avec des collègues pour enrichir votre réflexion.